Je n'aurais jamais pensé la revoir, mais elle était là, dans la file d'attente à l'épicerie du quartier. Cela faisait plus de 10 ans depuis le lycée, mais je l'ai reconnue instantanément. Sophie. À l'époque, on avait eu une petite histoire, rien de bien sérieux, juste des amourettes de jeunesse. Mais en la voyant ce jour-là, quelque chose s'est déclenché dans mon esprit, et j'ai su que je devais lui parler. Mon cœur battait à tout rompre, ce qui semblait ridicule après tout ce que j'avais vécu dans l'armée. Alors, je me suis approché, et on a commencé à discuter, à rattraper le temps perdu comme si rien n'avait changé. Elle était toujours la même, drôle, gentille, facile à parler. Elle m'a raconté qu'elle avait une petite fille maintenant, une fillette de 3 ans, et qu'elle travaillait comme gérante dans une boutique locale. Pas un mot sur un mari ou un petit ami, ce que j'ai pris comme un bon signe. Sans trop réfléchir, on a échangé nos numéros et prévu de se revoir plus tard dans la semaine. C'était comme au bon vieux temps, mais différent, comme si on reprenait quelque chose qui n'avait jamais vraiment eu l'occasion de commencer. On a commencé à passer plus de temps ensemble après ça, à prendre un café, à se promener dans les parcs de Lyon, ou à traîner chez elle. Sophie vivait dans un petit appartement douillet à la Croix-Rousse avec sa fille, Élise, une gamine absolument adorable. Je ne m'attendais pas à m'entendre si bien avec une enfant de cet âge, mais elle était craquante, toujours à courir partout, à me demander de jouer avec elle. Plus je passais de temps avec elle, plus ça semblait juste, comme si je trouvais ma place dans quelque chose qui manquait à ma vie. Peu après, Sophie et moi nous sommes officiellement remis ensemble. C'était rapide, mais tout s'est mis en place si naturellement. On dînait ensemble chez elle, on couchait Élise, et on passait des soirées entières à discuter de tout ce qu'on avait traversé ces dernières années. Elle m'a parlé des difficultés d'être une mère célibataire, du fait que le père d'Élise n'était plus dans le tableau. Je lui ai raconté mon temps dans l'armée, la blessure qui m'avait ramené à la maison. C'était bon d'être honnête avec elle, de ne pas avoir à prétendre être quelqu'un d'autre. Tout allait bien pendant un moment. Je passais de plus en plus de temps chez elle, et bientôt, j'y étais pratiquement installé. Élise courait vers moi quand je rentrais du travail, m'appelant « tonton », et avec Sophie, on avait trouvé un rythme qui rendait tout solide, pour la première fois depuis longtemps. Je pensais que les choses s'amélioraient. Mais environ 2 mois après qu'on s'était remis ensemble, Sophie m'a parlé de quelqu'un. Un type qu'elle connaissait depuis des années, son meilleur ami, disait-elle. Je n'y ai pas trop prêté attention au début, tout le monde a des amis, non? Mais elle semblait nerveuse en parlant. Elle m'a expliqué qu'il traversait une mauvaise passe, qu'il avait perdu son logement et avait besoin d'un endroit où rester. Comme c'était son appartement, elle a été claire, il allait emménager pour un moment. C'est là que j'ai commencé à me sentir mal à l'aise. Je l'ai rencontré une semaine plus tard. Il s'appelait Julien, et dès le départ, l'ambiance était bizarre. Sophie l'appelait son « frère », même s'il n'était pas de la même famille. Il avait ce regard suffisant en entrant, me jaugeant comme si je n'avais rien à faire là. J'ai essayé de rester calme, c'était chez Sophie, et si elle voulait qu'il soit là, je n'allais pas faire d'histoire. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que Julien montre son vrai visage. Il n'avait ni travail ni projet concret. Il passait ses journées à traîner, à traiter Sophie comme sa bonne, lui demandant de cuisiner pour lui, de faire ses courses, son linge. Et le pire, c'est qu'elle le faisait. Comme si elle lui devait quelque chose. J'en ai parlé une fois, lui disant que ce n'était pas normal, mais elle a balayé ça, disant qu'il avait été là pour elle quand personne d'autre ne l'était. Les choses ont vite dégénéré après l'arrivée de Julien. Au début, j'ai essayé de lui laisser le bénéfice du doute. Peut-être qu'il traversait juste une mauvaise passe, qu'il allait se reprendre. Je ne voulais pas m'immiscer entre Sophie et son « frère », même si ça me semblait toujours étrange qu'elle l'appelle ainsi. Mais il est vite devenu clair que Julien n'avait aucune intention de se remettre sur les rails. Pas de recherche d'emploi, pas d'aide à la maison, rien. Il passait ses journées à jouer à la console, à manger, et à traiter l'appartement comme un hôtel. Il s'attendait à ce que Sophie fasse tout pour lui, et à ma grande surprise, elle le faisait. Un soir, on dînait Sophie, Élise et moi, comme une petite famille. Julien est entré, n'a rien dit, a pris une assiette et s'est mis à manger sans demander. J'ai essayé d'ignorer, mais intérieurement, je bouillais. Je voulais dire quelque chose, mais je savais que ça risquait de dégénérer, et je ne voulais pas mettre Sophie dans cette position. Mais les choses ont empiré. Julien ne se contentait pas de profiter de la situation, il devenait de plus en plus irrespectueux, surtout envers Sophie. Il s'en prenait à elle pour des broutilles si son linge n'était pas plié comme il voulait,
ou si elle n'avait pas son encas préféré. Et Sophie, elle encaissait. Chaque fois que j'abordais le sujet, elle le défendait, disant qu'il traversait une mauvaise passe et qu'il fallait lui laisser du temps. Ça ne me convenait pas, mais je laissais couler, espérant que ça s'améliorerait. Un soir, tout a atteint un point de non-retour. Julien avait été insupportable toute la journée, donnant des ordres à Sophie, exigeant ceci ou cela, pendant que je me retenais de dire quoi que ce soit. Puis, sans prévenir, il s'est tourné vers moi et m'a dit de faire sa vaisselle. Je n'en croyais pas mes oreilles. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Eh, rends-toi utile, lave mes assiettes ». J'étais abasourdi. Je lui ai dit d'aller se faire voir, je me suis levé et j'ai pris l'escalier pour sortir avant que ça dégénère. J'avais à peine descendu quelques marches que j'ai entendu la porte s'ouvrir violemment derrière moi. Avant que je puisse me retourner, Julien m'a poussé fort. J'ai perdu l'équilibre, je suis tombé en arrière et ma tête a heurté le béton. La douleur était vive, mais c'est la rage qui a pris le dessus. Il s'est jeté sur moi, lançant des coups, mais j'ai réussi à inverser la situation et à me retrouver sur lui. Et là, j'ai frappé, encore et encore. Je ne me contrôlais plus. C'est alors que Sophie est sortie en courant, criant pour que j'arrête. Je ne sais pas combien de temps il m'a fallu pour l'entendre, mais j'ai fini par m'arrêter. Je me suis relevé, tremblant, essayant de reprendre mon souffle. Julien était là, par terre, saignant mais vivant. Sophie s'est précipitée vers lui, et j'ai vu la peur dans ses yeux. Elle n'avait pas peur de lui. Elle avait peur de moi. C'est là que j'ai su que les choses allaient vraiment mal. Le lendemain de la bagarre, l'ambiance était pesante. Sophie me parlait à peine, gardant ses distances, évitant mon regard. Elle ne s'exprimait que pour parler d'Élise. C'était comme si j'étais devenu un étranger chez elle. J'ai essayé d'expliquer mon point de vue, de lui dire que Julien m'avait attaqué, qu'il était hors de contrôle, mais elle ne semblait pas entendre. Elle m'a juste dit de me calmer et s'est occupée d'Élise. Je pensais qu'avec le temps, elle finirait par comprendre à quel point Julien était toxique. Mais au lieu de ça, elle continuait à le défendre, disant qu'il était de la famille, qu'il traversait une mauvaise passe, et que je devais être plus compréhensif. Puis, les choses ont pris une tournure encore pire. Le lendemain, Julien a inventé une histoire absurde. Il a raconté à Sophie que je l'avais attaqué sans raison, que je l'avais poussé dans l'escalier et frappé parce qu'il avait refusé de me prêter sa PlayStation. Oui, une PlayStation. Il m'a fait passer pour le méchant, et pendant un instant, j'ai vu Sophie hésiter, comme si elle ne savait pas qui croire. Heureusement, les caméras de surveillance de l'immeuble ont tout filmé. Les images montraient clairement Julien me courant après et me poussant en premier. Sans cette vidéo, je pense que Sophie aurait pu le croire. Mais même avec la vérité sous les yeux, elle semblait encore partagée. Elle ne s'est pas excusée, n'a pas reconnu à quel point c'était grave que Julien ait menti. Elle voulait juste maintenir la paix, comme si c'était moi qui causais des problèmes. Quelques jours plus tard, Julien a posé un ultimatum à Sophie, c'était lui ou moi. S'il restait, je devais partir. S'il partait, il ne reviendrait jamais. Et il a joué sur le fait qu'il était une figure constante dans la vie d'Élise. J'avais sous-estimé à quel point il s'était incrusté dans leur vie. Sophie était dévastée, je le voyais sur son visage. Elle ne voulait pas me perdre, mais elle ne voulait pas non plus perdre Julien, et surtout, elle ne voulait pas qu'Élise souffre. Malgré tout ce que je ressentais pour Julien, je comprenais pourquoi c'était un choix difficile pour elle. Il était là depuis la naissance d'Élise, et même s'il était un désastre ambulant, il était la seule figure masculine qu'elle connaissait. Sophie avait peur que le coupé de leur vie fasse du mal à Élise à long terme. Et puis, juste comme ça, c'était fini. Sophie a choisi Julien. Pas parce qu'elle l'aimait ou lui faisait plus confiance qu'à moi, mais parce qu'elle ne pouvait pas supporter l'idée de priver Élise de cette stabilité. Aussi tordu que cela puisse paraître, Julien s'était tellement incrusté dans leur vie qu'elle avait l'impression que le perdre détruirait tout. Elle a rompu avec moi ce soir-là. Il n'y avait pas grand-chose à dire. Elle a pleuré, et moi, j'étais là, engourdi. Je n'ai même pas essayé de me battre, parce qu'au fond, je savais que c'était fini dès que Julien avait emménagé. Ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas seulement la rupture, c'était de dire au revoir à Élise. Elle ne comprenait rien à tout ça. Tout ce qu'elle savait, c'est que tonton ne serait plus là, et elle a pleuré quand je suis parti. Quitter cet appartement, c'était comme sortir d'un rêve auquel je m'étais accroché trop longtemps.
J'avais perdu la femme que j'aimais, et j'avais perdu la chance de faire partie de la vie de cette petite fille. Et le pire, c'est que ce n'était pas à cause de quelque chose que j'avais fait. C'était à cause de Julien, et ça rendait la douleur encore plus vive. Après la rupture, je me sentais vidé. Pas seulement parce que j'avais perdu Sophie, mais parce que j'avais perdu Élise aussi. Je n'avais pas juste perdu une petite amie, j'avais perdu ce qui ressemblait à une famille. Et le pire, c'est que je ne pouvais même pas en vouloir à Sophie. Aussi tordue que ce soit, elle avait fait ce qu'elle pensait être le mieux pour sa fille, et je ne pouvais pas lui en vouloir pour ça. Mais ça ne rendait pas les choses plus faciles. Je suis retourné chez moi, j'ai emballé mes affaires de l'appartement de Sophie et laissé derrière moi tout ce qui me rappelait elle et Élise. Je me souviens encore des petits jouets d'Élise, posés là comme des fantômes de ce qui aurait pu être. Il m'a fallu tout mon courage pour les mettre dans une boîte et partir. Je ne voulais pas compliquer les choses pour Sophie, alors j'ai déposé la boîte à son travail un jour pendant son service, je l'ai laissée à la réception et je suis parti. Pas d'adieu, pas de drame, juste parti. Mais Julien n'en avait pas fini avec moi. Quelques semaines après la rupture, je me suis réveillé un matin pour découvrir que ma voiture avait été vandalisée, pneus crevés, vitres brisées, et de la peinture en spray partout avec des insultes comme « loser » et « dégage ». Je savais que c'était Julien. Il avait des amis peu recommandables, et je l'avais entendu parler d'eux avant. Je pensais qu'il bluffait, mais j'avais tort. J'ai appelé la police, porté plainte, mais ça n'a rien donné. Les caméras de l'immeuble n'avaient pas capturé leur visage, ils étaient assez malins pour se couvrir, porter des gants, pas d'empreinte. L'assurance n'a pas couvert les dégâts, alors j'ai dû payer les réparations de ma poche. J'étais furieux, mais je ne voulais pas envenimer les choses. Je me suis dit qu'ils avaient eu leur petite vengeance, et j'ai laissé tomber. Mais ce n'était que le début. 2 semaines plus tard, c'est devenu beaucoup plus grave. En rentrant tard un soir, j'ai senti une odeur de fumée en entrant dans le couloir. Au début, j'ai pensé que quelqu'un avait oublié une casserole sur le feu, mais en approchant de ma porte, j'ai compris. Quelqu'un avait jeté un cocktail Molotov sur ma porte. Les flammes montaient, et sans le système d'extinction automatique de l'immeuble, tout mon appartement aurait brûlé, avec moi dedans. J'ai à peine eu le temps de sortir, toussant et suffoquant dans la fumée. La police est arrivée, et cette fois, ils ont pris ça au sérieux. Ce n'était plus du simple vandalisme, c'était une tentative d'incendie criminel. Mais encore une fois, pas de preuves concrètes. Les responsables portaient des masques, des gants. Je savais que c'était Julien et sa bande, mais je n'avais rien pour le prouver. J'ai quand même dit à la police que je le soupçonnais. Quelques jours plus tard, Sophie m'a appelé. Elle avait entendu parler de l'incendie. Elle semblait inquiète, mais je sentais qu'elle ne voulait pas vraiment me parler. Je lui ai dit sans détour que je savais que c'était Julien et ses amis. Elle m'a dit qu'elle lui avait parlé, mais je n'y croyais pas trop. Ce type la manipulait depuis des années, qu'est-ce qu'une conversation allait changer? Étonnamment, les choses se sont calmées après ça. Plus de vandalisme, plus de menaces. Apparemment, Sophie avait donné un ultimatum à Julien, trouver un travail ou partir. Il a fini par décrocher un petit boulot dans un garage douteux en ville. Pas vraiment une carrière de rêve, mais ça l'occupait, je suppose. Mais quand j'ai nommé Julien comme suspect dans la tentative d'incendie, la police a pris ça au sérieux. Ils ont commencé à poser des questions, à se présenter à son travail. Et comme son nouvel employeur n'aimait pas voir la police fouiner, ils l'ont viré sur le champ. C'est là que la colère de Julien a explosé à nouveau. Je savais qu'il viendrait encore après moi. Perdre son travail, c'était juste de l'huile sur le feu, et j'étais la cible. Un mois s'est écoulé sans nouvelles de Sophie ni de Julien, mais je sentais que quelque chose se préparait. C'était trop calme, comme le silence avant une tempête. Une nuit, en rentrant de la salle de sport, fatigué, en sueur, avec des sacs de course, je ne pensais qu'à prendre une douche et dormir. J'avais garé la voiture de location de l'entreprise, la mienne était encore au garage à cause du dernier coup de Julien. En approchant de mon appartement au 3e étage, j'ai remarqué que ma porte était entr'ouverte. J'ai d'abord pensé que j'avais oublié de la fermer, mais en m'approchant, j'ai entendu des pas derrière moi. Des pas rapides, lourds. Je me suis retourné juste à temps pour voir 4 types en capuche, masque et gants, dévaler les escaliers vers moi. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. Ils étaient sur moi avant que je puisse réagir. J'ai essayé de fermer la porte, mais l'un d'eux a glissé son pied pour la bloquer.
En quelques secondes, j'étais acculé contre le mur, entouré. J'avais un pistolet chargé dans un placard près de la porte, mais je n'étais pas sûr de pouvoir l'atteindre à temps. Pendant la bousculade avec le premier type, j'ai réussi à le repousser assez fort pour qu'il trébuche, ce qui m'a donné juste assez d'espace pour plonger vers le placard. Mes mains tremblaient en cherchant l'arme, mais je l'ai trouvée, je l'ai sortie et j'ai visé. L'un d'eux a vu le pistolet et a crié « Il est armé ». C'était tout ce dont j'avais besoin. Sans hésiter, j'ai tiré. Pas de tir de sommation, pas de tir dans les jambes. J'ai fait ce pourquoi j'avais été entraîné, viser le corps et la tête. Le premier est tombé immédiatement, 2 balles dans la poitrine. Le deuxième a essayé de se cacher derrière lui, mais j'ai tiré à travers, le touchant à la tête. Le troisième s'est figé une fraction de seconde, juste assez pour que je lui mette 4 balles dans la poitrine. Quand je me suis tourné vers le quatrième, il était déjà à mi-chemin de la porte, mais je ne l'ai pas laissé s'échapper. J'ai vidé le reste du chargeur sur lui, même à travers le corps du troisième. Il est tombé lourdement dans le couloir. Tout s'est passé en peut-être 14 secondes, mais ça m'a semblé des heures. J'étais là, respirant fort, l'arme encore à la main, entouré de corps et de sang. Le voisin d'en face avait installé une caméra de sécurité après l'incendie, donc je savais que tout avait été filmé. C'était ma seule consolation à ce moment-là, savoir que les preuves montreraient que je n'avais pas eu le choix. La police est arrivée en quelques minutes, sirène hurlante, gyrophares allumés. J'ai lâché l'arme et levé les mains quand ils ont fait irruption. Ils ne prenaient aucun risque, ils m'ont mis au sol, menotté, interrogé comme si j'étais le criminel. Il a fallu du temps pour tout clarifier, mais une fois qu'ils ont visionné les images et que mon histoire a correspondu, ils m'ont laissé partir. Des 4 types, 3 sont morts sur le coup. Le premier était méconnaissable, le deuxième et le troisième étaient effondrés dans l'entrée. Le quatrième, celui sur qui j'avais vidé mon chargeur, c'était Julien. Il a survécu, mais une des balles a touché sa colonne vertébrale, le paralysant de la taille aux pieds. Il ne marcherait plus jamais, ne ferait plus de vélo, ne ferait rien sans aide. Quand ils l'ont emmené de l'hôpital directement en prison, il n'était plus que l'ombre du type arrogant que j'avais connu. Il a été inculpé de tentative de meurtre, d'agression, de complot, et de tout ce qu'il pouvait lui coller. Il a tout pris sur lui, y compris le vandalisme et l'incendie. J'étais libre, mais j'avais encore à gérer les conséquences. L'immeuble était devenu une scène de crime, et l'image de ses corps me hantait pendant des semaines. Les jours suivant la fusillade, tout semblait irréel. Je savais que ce que j'avais fait était justifié légitime défense, pure et simple, mais ça ne rendait pas les choses plus faciles à vivre. L'image des corps, l'odeur de la poudre, le bruit des coups de feu, tout ça me collait à la peau. Je ne dormais plus. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais ces types me charger, j'entendais les détonations encore et encore. J'avais été entraîné pour ce genre de situation, mais c'est différent quand ça arrive chez soi. Là-bas, au combat, on s'attend à la violence, c'est le métier. Mais ici, c'était censé être mon refuge. Une ligne avait été franchie, et je ne pouvais pas revenir en arrière. La police a continué à poser des questions, même si les images de la caméra m'innocentaient. Ils voulaient être sûrs que tout était en ordre, je suppose. Finalement, ils m'ont laissé tranquille, et pour la loi, c'était fini. Mais pour moi, c'était loin d'être terminé. J'ai dû quitter l'appartement. Je ne pouvais pas rester là, pas après ce qui s'était passé. J'ai emballé mes affaires, laissé derrière moi les meubles cassés, les murs criblés de balles, et j'ai recommencé ailleurs. L'armée a été d'une grande aide pendant cette période. Ils m'ont proposé des séances de soutien psychologique, aidé avec l'enquête, et même offert un logement sur une base si je ne me sentais pas en sécurité. Je n'ai pas accepté, mais savoir qu'ils étaient là pour moi faisait une différence. Sophie, elle, ne m'a plus jamais parlé après tout ça. Elle m'a dit qu'elle avait peur de moi. Elle a bloqué mon numéro, changé de téléphone, et même déménagé dans un autre quartier de Lyon. D'après ce que je sais, elle a commencé à travailler dans une autre épicerie et s'est finalement mariée avec quelqu'un d'autre. On n'a jamais eu cette conversation de clôture. Un jour, j'étais dans sa vie, et le lendemain, j'étais un fantôme. Je suppose que dans son esprit, j'étais devenu aussi dangereux que ceux que j'avais repoussés cette nuit-là. Ça faisait mal, mais je ne pouvais pas changer son point de vue. Elle avait pris sa décision. Quant à Julien, il n'a pas bien fini. Il a écopé d'une peine dans une prison de haute sécurité, cloué dans un fauteuil roulant pour le reste de sa vie.
Ils l'ont inculpé de tout ce qu'il pouvait, complot, tentative de meurtre, agression. Il a essayé de jouer la victime, mais personne n'y a cru. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, quelqu'un en prison en avait eu marre de ses provocations. Ils ont utilisé son propre fauteuil contre lui, l'ont renversé et l'ont achevé à coups de pied. Je l'ai appris par une alerte Google que j'avais configurée il y a des années. Sa nécrologie était pleine de mensonges, le décrivant comme une âme tourmentée qui s'était perdue, sans mentionner ce qu'il avait vraiment fait ni les gens qui l'avaient blessé. Ça ne m'a pas surpris. Après la disparition de Julien, les choses ont lentement commencé à se calmer. Je me suis concentré sur la reconstruction de ma vie. Je me suis plongé dans le travail, j'ai créé ma propre entreprise de cybersécurité et j'ai commencé à travailler avec des entrepreneurs privés. Ça m'occupait, et honnêtement, ça rapportait bien. Je ne cherchais rien de sérieux, juste un peu de paix. Mais quelques années plus tard, j'ai rencontré quelqu'un. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble maintenant, et elle est tout ce dont j'avais besoin après tout ce chaos, stable, supportive, toujours là pour moi. On parle même d'avoir des enfants un jour. Ça m'a pris du temps pour me sentir à nouveau normal, et par certains côtés, je ne pense pas l'être jamais complètement. On ne sort pas indemne d'une expérience comme celle-là. Mais j'ai fait la paix avec ça. La vie est bonne maintenant, calme, stable, et j'ai des gens autour de moi qui se soucient de moi. C'est tout ce que je peux demander. Le plus étrange, parfois, quand je repense à tout ce qui s'est passé, j'ai l'impression que c'était la vie de quelqu'un d'autre, comme si je me souvenais d'un film que j'ai vu ou d'une histoire qu'on m'a racontée. Mais ensuite, je touche la cicatrice sur ma tête, celle de quand Julien m'a poussé dans l'escalier, et je sais que c'était réel. Tout ça.